Au IXe siècle, l'Irlande était une terre composée de centaines de royaumes fragmentés, chacun farouchement indépendant, chacun gouverné par d'anciennes lignées dynastiques. Bien que 5 grands royaumes suzerains dominaient les autres, exerçant leur pouvoir sur les domaines inférieurs, aucun souverain unique ne régnait sur l'île entière, et il y avait de nombreux rois à travers le pays. Ce manque d'unité laissait l'Irlande vulnérable, sa force fragmentée incapable de repousser les tempêtes qui se profilaient à l'horizon. Mais une force nouvelle et redoutable arriva d'au-delà de la mer. L'ère des Vikings avait commencé. Pendant 200 ans, l'Irlande allait être secouée par des vagues de raids et de guerres nordiques, ses monastères pillés, ses terres sacrées brûlées et sa paix brisée sous les bottes des guerriers du Nord. Les Vikings n'ont fait qu'aggraver la situation en Irlande, et certains rois se sont unis pour s'opposer à la menace, tandis que d'autres se sont alliés aux envahisseurs dans l'espoir de dominer les autres royaumes. Parmi ces envahisseurs, un nom allait résonner à travers les annales de l'histoire irlandaise, Olaf le Blanc. Salué dans la légende comme un descendant des dieux, Olaf n'était pas un chef de guerre ordinaire. Il allait s'élever pour devenir le premier roi de Dublin, établissant une forteresse nordique sur le sol irlandais qui façonnerait le destin de l'île pendant des générations et deviendrait l'un des comptoirs commerciaux les plus importants de Grande-Bretagne. Connu des Irlandais sous le nom d'Amlabé Conung et de roi des étrangers, son nom était prononcé avec peur et crainte dans chaque royaume fragmenté d'Irlande. Mais pour les besoins de la vidéo, je l'appellerai Olaf. La saga des Eardwellers le nomme le plus grand à avoir marché vers l'ouest par-delà la mer, reflétant ainsi sa grandeur. Voici son histoire. La saga Landamabok est une œuvre médiévale islandaise qui décrit l'ascendance d'Olaf. Il est écrit « Il y avait un roi guerrier appelé Olaf le Blanc, fils du roi Ingjald, fils de Helge, fils d'Olaf, fils de Gudrod, fils de Afton Jambe Blanche, roi des Hautes-Terres. » Les Hautes-Terres est un ancien nom pour les terres agricoles et les régions forestières au nord d'Oslo, en Norvège. L'ancienne maison à laquelle appartenait Olaf était la maison des Yngling, une dynastie de rois d'abord en Suède, puis plus tard en Norvège. La dynastie prétendait descendre du dieu frère, associé à la royauté, la fertilité, la paix, la prospérité, le beau temps et les bonnes récoltes. Pendant l'époque des Vikings, de nombreux souverains revendiquaient la légitimité de leur règne grâce à leurs ancêtres divins, car on pensait qu'ils étaient dotés de pouvoirs divins, comme la fortune à la guerre et de bonnes saisons pendant leur règne. La saga des Eardwellers, écrite au XIIIe ou XIVe siècle en Islande, décrit Olaf comme le fils d'Ingjald, lui-même fils de Helgi, mais la mère d'Ingjald était Thora. Thora était la fille de Sigurd Œil de Serpent, qui lui-même était le fils de Ragnar Lodbrok. Cette source ultérieure cherche sans aucun doute à glorifier Olaf en le présentant comme un descendant du héros Ragnar Lodbrok. Mais Olaf et Ragnar auraient vécu à peu près à la même époque, au cours du IXe siècle. De plus, Olaf est décrit comme le frère d'Aimar, que les historiens ont identifié à Ivar le Désossé, le fils de Ragnar. Par conséquent, il est très improbable qu'Olaf soit un lointain descendant de Ragnar. De plus, les annales irlandaises rapportent que le père d'Olaf s'appelait Godefroy, le roi de Louglin. Godefroy a joué un rôle clé dans la montée de l'influence norroise en Écosse et il fut l'un des premiers souverains des îles. Un domaine qui exerçait son influence sur la mer d'Irlande et ses régions environnantes pendant le Moyen-Âge. Bien que beaucoup de choses concernant Godefroy restent entourées de mystères, y compris ses origines et la nature exacte de son royaume, le terme gaélique Lochlan, qui signifie la terre des fjords, était historiquement utilisé pour désigner la Norvège. Cela suggère que Godfrey régnait probablement sur un royaume norvégien. Les origines de la lignée d'Olaf sont empreintes de légendes, et il est peu probable que sa véritable ascendance soit un jour entièrement connue. Cependant, selon toutes les sagas et les sources, ses ancêtres étaient considérés comme des rois légendaires, voire des dieux, dont Olaf serait issu en tant que descendant illustre. Les souverains et princes de Norvège auraient grandi dans l'ombre des anciens dieux,
imprégnés des rites et rituels ancestraux des As. Dès leur plus jeune âge, ils auraient été initiés aux coutumes sacrées, y compris l'offrande de sacrifices sanglants pour apaiser le divin. Parallèlement à cette éducation spirituelle, ils auraient été formés aux arts de la guerre, maîtrisant la lance, la hache et l'épée. Ils apprenaient aussi les secrets du drakkar nordique, une merveille de leur époque, qui leur donnait un avantage redoutable en mer. Ainsi naquit la redoutable tradition des expéditions vikings. Cette éducation aurait donné à Olaf ce dont il avait besoin pour s'élever plus tard au rang de personnage éminent. On ne sait rien de l'enfance d'Olaf, mais ses exploits ultérieurs ont été attestés. La première mention d'Olaf dans les Annales d'Ulster, également connue sous le nom d'Annales de l'Irlande médiévale, décrit son arrivée en l'an 853. Il est écrit « Olaf, fils du roi de Lochlann, est venu en Irlande, et les étrangers d'Irlande se sont soumis à lui, et il a prélevé un tribut sur les Irlandais. » Le Landnámabók indique qu'Olaf partit en expédition viking dans les îles britanniques, conquit Dublin en Irlande ainsi que la région environnante, et s'en fit roi. Les Annales d'Irlande rapportent également l'arrivée d'Olaf. La 6e année du règne de Moll Shagniel, Olaf le Blanc, fils du roi de Lochlann, arriva en Irlande, et il apporta avec lui une proclamation de nombreux tributs et impôts de la part de son père. Puis, il repartit soudainement. Puis son frère cadet Aimar vint après lui pour lever le même tribut. Tant le Landnámabók que les annales irlandaises racontent qu'Olaf est venu en Irlande en tant que chef de guerre, menant bataille contre les Irlandais. Par la conquête et des batailles oubliées par le temps, il s'imposa comme le premier roi de Dublin, affirmant sa domination sur les colons nordiques déjà présents. Sous son règne, il imposa son autorité sur tout le territoire, prélevant des impôts et des richesses aussi bien auprès des Irlandais que des Vikings. En plus de percevoir des tributs, Dublin avait à cette époque été établi comme un long port, un terme utilisé en Irlande pour décrire une enceinte pour navires vikings ou un camp fortifié au bord de la rivière. Bien défendu et abrité, ces sites offraient un accès rapide à la mer et se sont révélés inestimables lors des raids nordiques en Irlande, dont beaucoup visaient la richesse des églises et monastères côtiers. Le Longport n'était pas seulement une forteresse militaire, mais aussi un centre d'activité économique. Les preuves archéologiques révèlent un réseau commercial dynamique avec des importations et exportations comprenant des textiles, des peaux d'animaux et de l'ambre. Avec le temps, Dublin est devenu le plus grand marché aux esclaves d'Europe occidentale, consolidant ainsi son rôle de centre économique dans le monde viking. Ainsi, sous le règne d'Olaf le Blanc, Dublin est apparu comme le premier royaume nordique en Irlande. En tant que roi fondateur, Olaf présidait un royaume en pleine expansion, tant sur le plan commercial que sur celui du pouvoir. Au moment où Olaf le Blanc posa le pied sur le sol irlandais, l'île était sous l'autorité de Maol Shacnel Ier, qui avait été proclamé haut roi d'Irlande. Bien qu'elle n'ait jamais formé un royaume unifié au sens moderne, le titre portait un poids symbolique immense. Olaf, un chef de guerre norrois ambitieux et rusé, avait peut-être quitté l'Irlande pendant un certain temps, mais en 857, il était revenu, et pas seul. À ses côtés se tenait son redoutable frère Aimar. Ensemble, ils défièrent le haut roi d'Irlande, le suzerain du puissant Sud-Enel, une lignée dynastique se réclamant de la descendance de Niel. Des 9 otages, le roi semi-légendaire de Tara, dont on disait qu'il avait régné vers le début du vieux siècle. À cette époque, Olaf régnait depuis Dublin, un bastion viking dont l'emplacement stratégique le plaçait dangereusement près du domaine de Moll Shacnel. Sans surprise, le conflit éclata rapidement. Les Annales d'Ulster notent qu'en l'an 856, il y eut une grande guerre entre les païens et Moll Shacnel. Le champ de bataille était le Munster, un royaume du sud que le haut roi cherchait à soumettre. Les premières victoires ont favorisé les Norrois. Olaf et Aimar ont vaincu Ketil le Beau, un chef noro-irlandais, et ont écrasé ses forces au Munster. En l'an 858, leurs alliances s'étaient renforcées.
Aymar a uni ses forces avec Serbal, le roi d'Océrie, un petit royaume mais stratégiquement vital dans le sud-est. Bien que Serbal ait autrefois combattu contre les Norrois, il se tenait désormais à leur côté pour s'opposer à la montée en puissance du haut roi. Unis, ils ont mis en déroute une armée noro-irlandaise alliée au haut roi. En l'an 859, Olaf Aymar et Serbal allèrent plus loin, pillant le royaume de Méas lui-même, qui était le fief ancestral de Maol Chapnel. En réponse, le haut roi convoqua un conseil royal. L'issue fut déterminante. Serbal, cherchant à rétablir la paix parmi les Irlandais, rompit avec les Vikings et jura à nouveau fidélité au haut roi. Avec la perte de Serbal, Olaf et Aymar se tournèrent vers le nord, forgeant une nouvelle alliance avec Adé Finlay, suzerain des Aenelles du Nord et farouche rival du haut roi. Selon les annales fragmentaires, Olaf scella le pacte en épousant la fille d'Adé Finlay. Au cours des années qui suivirent, le lien entre les Aenelles du Nord et les Vikings de Dublin se renforça. Avec les Aenelles du Sud comme ennemis communs et Dublin si proche de leur terre, les Nordiques devinrent naturellement, bien que de façon hésitante, des alliés de leurs homologues du Nord. Dans ce réseau complexe d'alliances et de trahisons, la royauté en Irlande restait autant un jeu de loyauté changeante qu'un affrontement par les armes. En l'an 862, Moll Chapnel, le suzerain des Aenelles du Sud, est décédé. À sa mort, le royaume de Meath fut divisé entre deux souverains de moindre importance, Lorican mac Cochil et Concor mac Doncada. Cette fragmentation offrait une occasion rare, et Olaf et Aymar, toujours à l'affût d'un avantage, agirent rapidement pour étendre leur domination sur le cœur affaibli de l'Irlande. Selon les annales, Olaf frappa avec une précision impitoyable. Il noya le roi Concor mac Doncada sur le site sacré de l'abbaye de Clonard, une démonstration glaçante de l'ambition nordique profanant la sainteté irlandaise. Alors qu'Olaf tuait de nombreux rois irlandais, un changement de stratégie s'est produit. Vers le milieu des années 860, Olaf et Aymar portèrent leur attention de l'autre côté de la mer, vers la Grande-Bretagne. Leurs campagnes en Irlande furent interrompues, et en l'an 864, Aymar disparaît complètement des chroniques irlandaises. Pendant 6 ans, il est absent des archives, ce qui pousse de nombreux historiens à croire qu'il était en réalité le redoutable Ivar sans os, le commandant de la grande armée païenne qui a ravagé l'Angleterre anglo-saxonne à cette époque. Avec la disparition de leurs ennemis les plus redoutables, les rois irlandais autochtones saisirent l'occasion pour riposter. À travers le pays, les longs forts vikings, autrefois bastions de la puissance nordique, furent attaqués et rasés. Les hommes laissés derrière par Olaf et Aymar furent vaincus au combat, notamment par les guerriers du Leinster. Même un fort à Dublin, symbole du règne d'Olaf, fut détruit. En l'an 867, Olaf revint à Dublin, probablement attiré par la nouvelle de ses défaites. Mais ses ennuis étaient loin d'être terminés. L'année suivante, son propre fils, Carlus, tomba au combat, tué alors qu'il combattait les forces du roi Adé Finlay, autrefois allié d'Olaf, devenu maintenant son rival acharné. Ce fut un coup dur et une victoire retentissante pour les Uí du nord de l'Irlande, un événement qui résonna dans toutes les chroniques irlandaises. Fou de rage, Olaf chercha à se venger. Il mena un raid sur Armagh, le cœur spirituel des Uí du Nord et l'un des sites monastiques les plus vénérés d'Irlande. C'était une attaque non seulement violente mais aussi symbolique, un message de défi gravé dans le sang. En l'an 870, la situation avait de nouveau changé. Les querelles internes entre les rois du Leinster ont affaibli leur détermination et les Norrois ont retrouvé leur force. Avec l'équilibre des pouvoirs basculant en sa faveur, Olaf tourna de nouveau son regard au-delà de la mer, prêt à reprendre ses raids sur les côtes de la Grande-Bretagne. Après avoir semé le chaos à travers l'Angleterre, Aymar, mieux connu dans la légende sous le nom d'Ivar le Désossé, tourna son regard vers le nord. Ses campagnes avaient déjà laissé de profondes cicatrices. Il avait capturé York en l'an 866, tué le roi Hélaire de Northumbrie par le rituel macabre de l'aigle de sang, et s'était moqué du martyre du roi Edmond d'Estanglie.
Maintenant, avec la moitié de l'Angleterre sous sa domination, son ambition s'éveilla de nouveau. Olaf le Blanc, le roi de Dublin et son frère d'armes regardaient aussi vers le nord. Leurs yeux se posèrent sur le royaume de Strathclyde, une terre riche à la fois en butin et en promesses. Au cœur de ce royaume se dressait la forteresse du rocher de Dumbarton, également connue sous le nom d'Altclut, l'antique siège d'un fier royaume britannique. Stratégiquement perchée à la confluence des rivières Clyde et Leven, la citadelle contrôlait les voies navigables menant aux basses terres centrales de l'Écosse. Sa seule position en faisait un joyau digne d'être convoité. C'était aussi le dernier des royaumes britanniques en dehors du pays de Galles. Pour les Nordiques, c'était à la fois une menace et un butin de choix. Pendant une grande partie du IXe siècle, ce royaume avait été épargné par toute la fureur de la tempête viking qui avait déferlé sur l'Irlande, l'Angleterre et les côtes écossaises. Mais vers l'an 870, ce sanctuaire prit fin. Aimar et Olaf unirent leurs forces, les troupes de Dublin aux côtés des vétérans aguerris des campagnes anglaises, et ils mirent le cap sur Dumbarton. Lorsqu'un assaut direct échoua à prendre la forteresse, ils mirent le grand rocher en état de siège. Pendant 4 longs mois, ils martelèrent ses murs et bloquèrent ses rivages. C'était un exploit presque inédit dans la guerre viking, reflet à la fois de la force des défenses de Dumbarton et de la détermination des hommes du Nord. À l'intérieur de la forteresse, les défenseurs tenaient un bon, mais ensuite, la réserve d'eau s'est épuisée. Assoiffée et encerclée, la fière garnison n'eut d'autre choix que de se rendre. Selon les chroniques galloises, le sommet de Dumbarton Rock aurait pu être détruit lors des dernières étapes du siège. Lorsque les portes finirent par céder, les Vikings envahirent la forteresse, pillant ses trésors et capturant des prisonniers. Les annales d'Ulster rapportent qu'une flotte de 200 navires ramena les prisonniers à Dublin. Parmi eux se trouvaient des Bretons de Dumbarton, mais aussi des Pictes, des Scots et des Northumbriens, souvenirs de raids précédents. Bien que leur sort final ne soit pas consigné, il est probable qu'ils aient été vendus comme esclaves à Dublin, qui était alors l'un des plus grands marchés d'esclaves d'Europe. La chute de Dumbarton a marqué la fin de la domination d'Altclut. Son siège royal et religieux a été déplacé en amont du fleuve, tandis que le rocher de Dumbarton lui-même a peut-être servi un temps de bastion norrois. Dans le nord, le nom d'Olaf le Blanc serait longtemps retenu, non seulement comme conquérant de Dublin ou roi parmi les Norrois, mais aussi comme l'homme qui fit tomber l'une des dernières grandes forteresses britanniques. Olaf le Blanc retourna à Dublin en l'an 871 et à partir de là, les annales contemporaines restent silencieuses sur son destin. Mais les annales fragmentaires d'Irlande offrent un dernier aperçu. Cette même année, Olaf repartit vers Lochlin, la patrie des Norrois, pour aider son père, le roi Gotthraed, en temps de guerre. Cela laisse entendre qu'Olaf est peut-être retourné dans sa patrie ancestrale, la Norvège, pour mener d'autres guerres. Ce qu'il est devenu reste enveloppé dans les brumes de la légende et des souvenirs contradictoires. Selon la chronique Picte, Olaf trouva la mort vers l'an 874 au cours d'une campagne acharnée contre le roi Constantin Ier d'Écosse. Il est écrit « Olaf et son armée ravagèrent la Pictavie et il y demeura du 1er janvier jusqu'à la fête de la Saint-Patrick. » De nouveau, la 3e année, alors qu'il percevait le tribut, Olaf fut tué par Constantin. Pourtant, le Landnámabók islandais raconte une histoire différente. On y dit qu'Olaf est mort sur le sol irlandais, tué au combat. Le Landnámabók rapporte également qu'Olaf a épousé Aedr la Sage, la fille de Ketil le Nez Plat, le roi norrois des îles. Olaf et sa femme eurent un fils nommé Thorstein le Rouge, qui deviendrait lui-même un redoutable chef de guerre, lançant ses propres campagnes pour conquérir l'Écosse dans les années 870. Cependant, l'héritage d'Olaf était déjà scellé. Il fut le premier roi norrois de Dublin, le fondateur d'un royaume qui deviendrait le plus durable des royaumes vikings en Irlande. Sous son règne, Dublin a prospéré non seulement comme bastion de guerriers, mais aussi comme centre de commerce et de richesse, une porte d'entrée entre l'Irlande et le vaste monde viking. Il était plus qu'un roi. Pour les Norrois, il descendait des dieux. C'était un tueur de rois,
un briseur de forteresses, et l'homme qui s'empara de l'imprenable rocher de Dumbarton, et son nom résonnait aussi bien dans les sagas que dans les annales. Après la mort d'Olaf, son frère Aemar prit la royauté de Dublin. Et c'est Aemar qui allait fonder l'une des plus puissantes dynasties norroises gaéliques qui régnait sur les mers et les côtes de la mer d'Irlande. De Dublin à York, l'influence du roi norrois se ferait sentir. Mais rien de tout cela, aucune des conquêtes, aucun héritage n'aurait été possible sans Olaf le Blanc. Siward était l'un des comtes les plus redoutables de l'Angleterre du Nord au XIe siècle. Avec le temps, sa vie est devenue légendaire, entourée de récits mythiques sur ses origines. Les chroniqueurs le décrivent comme un homme d'une stature presque gigantesque, doté d'une force extraordinaire tant physique que mentale. Il s'est imposé sous le règne de Cnut le Grand, devenant le comte de Northumbrie à une époque où l'autorité royale dans le Nord était difficile à acquérir et âprement disputée. Au plus tard, en 1033, Siward contrôlait le sud de la Northumbrie, l'actuelle York, gouvernant la région au nom de Cnut. La Northumbrie était une terre rude et souvent sans loi comparée au sud de l'Angleterre, longtemps tourmentée par des vendettas, des rébellions et des familles rivales qui régnaient sur leur territoire avec une quasi-indépendance. Ces dangers étaient aggravés par une frontière nord instable, où des raids écossais constants menaçaient à la fois les terres et les populations. Pourtant, malgré ces défis, Siward réussit à imposer son autorité sur l'ensemble du comté. Serviteur loyal et indispensable de la couronne, Siward apporta un soutien militaire crucial et des conseils politiques aux successeurs de Canute, Artacnut et Édouard le Confesseur. Son pouvoir et sa réputation furent encore renforcés par sa campagne contre le roi écossais Macbeth, un conflit qui lui assura plus tard une place dans l'imaginaire dramatique de William Shakespeare. Féroce, pragmatique et résolu, Siward demeure le dernier grand seigneur viking du Nord. Voici son histoire. La Vita et Passio Waldevi est une biographie de Walthiof, le fils de Siward. Conformément aux conventions de la biographie médiévale, l'œuvre présente l'ascendance de Walthiof sous une forme richement légendaire, mêlant histoire et mythe. Les récits des anciens nous disent qu'Ursus, un certain noble à qui le Seigneur, contrairement à ce qui se passe normalement dans la procréation humaine, permit d'être engendré d'un ours blanc comme père et d'une noble dame comme mère, engendra Spartinglus. Spartinglus engendra Ulfius, et Ulfius engendra Bajorn, dont le surnom était Bersoun. C'est le fils de l'ours. Ce Bajorn était d'origine danoise, un comte distingué et un soldat célèbre. Cependant, comme signe que, par une partie de ses ancêtres, il était d'une espèce différente. La nature lui avait donné les oreilles de la lignée de son père, à savoir celle d'un ours. Pour tous les autres traits, il avait l'apparence de sa mère. Et après de nombreux exploits virils et aventures militaires, il engendra un fils, un imitateur éprouvé de la force et de l'habileté militaire de son père. Son nom était Siward. Ce passage identifie Siward comme le fils d'un comte scandinave nommé Bajorn ou Bjorn et fait remonter sa lignée jusqu'à un ours polaire. Une idée enracinée dans le folklore germanique plutôt qu'une croyance littérale. Dans l'Europe du Nord pré-chrétienne, l'ours était bien plus qu'un simple animal. C'était un être sacré et symbolique, étroitement associé à la force, à la férocité et à la royauté. Les revendications d'ascendance ursine formaient une tradition mythique bien établie dans la culture norroise et médiévale au sens large, souvent utilisée pour expliquer des guerriers extraordinaires, des figures héroïques et le passage d'un passé païen à un présent chrétien. De nombreux historiens ont suggéré que le supposé père de Siward, Bjorn, était probablement un personnage historique. Il pourrait avoir été le frère de Thorgil Sprakling, lui-même réputé être le fils du prince suédois Styrbjörn le Fort, un berserker légendaire. Si une telle lignée est acceptée, Siward aurait porté du sang noble suédois et serait un descendant direct par les hommes de Björn Côte de Fer.
Selon cette reconstitution, Siward aurait également été le cousin germain du comte Ulf du Danemark, qui a épousé la sœur de Canute, Estrid, et fondé la dynastie royale qui a finalement succédé à Canute lui-même. La famille Sprakling a gagné en importance en Scandinavie durant la vie de Siward, et la carrière remarquable de Siward en Angleterre peut être considérée comme une nouvelle expression de la puissance et de l'influence croissante de cette famille dans la politique du monde viking. La date précise et les circonstances de l'arrivée de Siward en Angleterre restent inconnues. La première référence contemporaine sûre à Siward apparaît dans une charte émise par le roi Knut en 1033 en faveur d'Ælfric Puthoc, l'archevêque d'York. À cette date, Siward était certainement un comte, bien qu'il ait pu obtenir ce titre plus tôt. Son prédécesseur, Eric Håkonsson, disparaît des archives historiques en 1023, laissant un silence d'une décennie pendant lequel Siward a très bien pu accéder au pouvoir. La Vita Waldevi, cependant, fournit un récit bien plus dramatique et légendaire de l'ascension de Siward. Selon ce récit, après une brève conversation, le roi prit Siward à son service et lui promit la première haute fonction du royaume qui viendrait à se libérer. Siward prit alors congé. Alors qu'il traversait un pont près du monastère de Westminster, il rencontra Tosti, le comte de Huntingdon, un Danois de naissance, mais qui était tombé en disgrâce auprès du roi. Alors que Tosti passait sur une passerelle, il croisa Siward de si près qu'il salit le manteau de Siward avec ses pieds boueux. Une insulte particulièrement grave à une époque où les manteaux étaient portés amples, sans cordon ni fermoir. Bien que la colère bouillonnait en lui, Siward se retint, ne voulant pas abattre un homme alors qu'il se rendait à la salle du roi. Au lieu de cela, il resta sur le pont avec ses hommes jusqu'au retour de Tosti. Puis Siward tira son épée et trancha la tête du comte. La cachant sous son manteau, il retourna directement auprès du roi et réclama, conformément à la promesse royale, le comté de Huntingdon. Le roi, pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, car Tosti venait à peine de partir, se moqua de la demande. Siward raconta alors ce qu'il avait fait et, pour preuve, jeta la tête tranchée aux pieds du roi. Lié par sa parole, le roi le proclama immédiatement comte de Huntingdon. Peu de temps après, comme le raconte la Vita, de nouvelles attaques des hommes du Nord plongèrent le royaume dans l'incertitude. Le roi consulta les principaux hommes du royaume et, d'une seule voix, ils confièrent à Siward la gouvernance de le Northumberland, du Cumberland et du Westmoreland. Le roi lui conféra l'autorité sur ces terres, le plaçant ainsi à la tête du plus grand comté du Nord. Lorsque Canute mourut en l'an 1035, son royaume fut immédiatement plongé dans l'incertitude car plusieurs prétendants rivaux avancèrent leurs revendications au trône. Parmi eux se trouvaient ses fils, Arta Canute et Harold Pied de Lièvre, ainsi qu'Alfred Ætling, le fils de l'ancien roi anglo-saxon Æthelred l'Indécis. Isolé en Scandinavie, Arta Canute ne put empêcher Harold Pied de Lièvre de s'emparer du pouvoir en Angleterre. Harold régna de 1035 jusqu'à sa mort en 1040 qui survint alors que Arta Canute préparait une invasion. Arrivé peu de temps après, Arta Canute assuma la royauté. À un moment donné au cours de ces années, Siward épousa Æthelred, la fille d'Ildred II de Bamburgh, la petite fille d'Uhtred le Hardy, qui avait autrefois été les Ealdorman de la Northumbrie. La chronique anglo-saxonne rapporte qu'en l'an 1041, Eadwulf, le comte de Bamburgh, fut trahi par le roi Arta Canute. D'autres sources, y compris le Libellus de Exordio, précisent cela. L'acte fut accompli par Siward lui-même, qui attaqua et tua Eadwulf, le fils d'Uhtred, le Hardy, et peut-être le rival de Siward, pour le contrôle de la région. Il est probable que Siward ait utilisé la lignée distinguée de sa femme pour renforcer sa revendication au comté de Bamburgh. Bien que Arta Canute ait promis à Eadwulf un sauf-conduit, il semble avoir été complice dans le meurtre. Dans la foulée, Siward est apparu comme le comte de toute la Northumbrie. Cet acte a provoqué une condamnation générale.
La chronique anglo-saxonne l'a dénoncé comme une trahison et a qualifié le roi de parjure. Les Anglais y étaient habitués à des rois qui gouvernaient en conseil, guidés par les conseils de leurs principaux hommes. Harthacnut, cependant, avait gouverné le Danemark en autocrate et montré peu d'inclination à modifier son style de règne en Angleterre. Cela était dû à sa méfiance envers bon nombre des comtes anglais. Il doubla la taille de la flotte anglaise, passant de 16 à 32 navires, en partie pour sécuriser son empire plus vaste, et pour financer cela, il imposa des taxes fortement augmentées. Ces exigences coïncidèrent avec une mauvaise récolte, plongeant une grande partie de la population dans la misère. En l'an 1041, l'agitation éclata lorsque 2 collecteurs d'impôts royaux furent tués par des habitants en révolte à Worcester et dans ses environs. Harthacnut répondit par une mesure brutale et profondément impopulaire. Il ordonna à ses comtes de mener une expédition punitive, brûlant la ville et massacrant ses habitants. Siward fut convoqué et prit part aux représailles. Arthur Knut ne survécut qu'une année de plus. En l'an 1042, il mourut soudainement lors d'un banquet de mariage, apparemment empoisonné. Sa mort mit fin à la domination danoise en Angleterre, et son demi-frère Édouard le Confesseur monta sur le trône sans opposition. Les relations entre Siward et le roi Édouard semblent avoir été cordiales et marquées par un soutien mutuel. En effet, Siward semble avoir été l'un des alliés les plus puissants et les plus fiables du roi. En l'an 1043, Siward s'est joint au comte Godwin de Wessex et à Léofric de Mercie pour marcher avec le roi Édouard contre sa propre mère, la reine Emma. Cette campagne a permis à Édouard de dépouiller la reine de son immense trésor, une richesse accumulée pendant le règne de Canute, qu'Emma avait jalousement gardée, ayant longtemps favorisé son autre fils, Harthacnut, alors qu'Édouard lui-même avait passé environ 25 ans en exil en Normandie. Siward soutenait fermement la décision du roi, voyant le transfert de ce trésor comme une base à la fois symbolique et pratique pour le nouveau règne et la stabilité du royaume. Les tensions refirent surface de façon spectaculaire en 1051 lorsque Godwin, le comte de Wessex et l'homme le plus puissant d'Angleterre, se révolta contre Édouard le Confesseur. S'étant brouillé avec le roi, bien qu'il soit son beau-père, Godwin marcha vers Londres à la tête de ses troupes. Conscient que sa propre base de pouvoir ne pouvait pas résister à la puissance du Wessex et à la redoutable famille de Godwin, Édouard fit appel à ses comtes fidèles, Siward et Léofric, qui mobilisèrent alors leurs armées et avancèrent vers le sud pour soutenir la couronne. La chronique anglo-saxonne rapporte que Siward fut contraint de faire appel à des renforts supplémentaires et que le roi finit par l'emporter. Godwin fut contraint à un exil temporaire. Mais même en exil, Godwin restait une menace sérieuse. Le soutien continu et résolu de Siward et Léofric s'est avéré essentiel pour la sécurité d'Édouard. Mais l'opinion publique commença bientôt à changer. À mesure que l'ensemble des circonstances entourant l'exil de Godwin devenaient connues, la sympathie pour lui grandissait. Édouard avait refusé de punir ses associés normands pour le meurtre des habitants de Douvres, refusant de les traduire en justice. Godwin, dont le comté comprenait Douvres, avait défendu ses habitants et refusé d'agir contre eux. Édouard accusa alors Godwin d'être responsable de la mort antérieure de son frère, Alfred Ætling, ce qui fit dégénérer le conflit en rébellion ouverte. Pendant que Godwin restait en exil, il utilisa sa richesse immense pour engager des mercenaires venus de toute l'Europe. En l'an 1052, il revint en Angleterre à la tête d'une force redoutable, et les hommes du Wessex se soulevèrent pour soutenir leur seigneur dépossédé. Face à une nouvelle rébellion et à un ennemi renforcé par le nombre et le soutien populaire, Siward et Léofric refusèrent de se rallier à la cause du roi Édouard. Privé de leur soutien, le roi n'eut guère d'autre choix que de céder, et Godwin fut rétabli dans son comté de Wessex. Les annales de Lindisfarne et de Durham, rédigées au début du XIIe siècle, rapportent pour l'année 1046 que le comte Siward, avec une grande armée, entra en Écosse et chassa le roi Macbeth
en installant un autre à sa place. Mais après son départ, Macbeth reprit son royaume. Cette brève mention annonce la campagne pour laquelle Siward deviendra plus tard le plus célèbre. Siward est surtout connu pour sa grande expédition contre Macbeth, roi d'Écosse, en l'an 1054. Selon plusieurs sources, le conflit trouve ses origines dans des violences antérieures. Le roi Duncan Ier d'Écosse aurait attaqué le nord de la Northumbrie et assiégé Durham pour être renversé et tué en moins d'un an par Macbeth. Après la mort de son père, le fils de Duncan, Malcolm Canmore, fut contraint à l'exil et trouva refuge à la cour d'Édouard le Confesseur en Angleterre. En 1054, Malcolm était présent lorsque Siward envahit l'Écosse en son nom. Au cours de cette campagne, une grande bataille eut lieu, connue dans les sources sous le nom de la bataille des Sept Dormants. Le premier récit anglais contemporain apparaît dans la chronique anglo-saxonne, qui rapporte qu'à cette époque, le comte Siward partit avec une grande armée en Écosse, avec à la fois une flotte et des forces terrestres, et combattit les Écossais et mit en fuite le roi Macbeth et tua tous les meilleurs du pays et rapporta un butin de guerre tel que nul homme n'en avait obtenu auparavant. Et là furent tués son fils Osbjorn et son neveu Siward, ainsi que certains de ses huscarls et aussi des hommes du roi, le jour des Sept Dormants. Henry de Huntingdon propose une version plus dramatique dans son Historia Anglorum. À cette époque, Siward, le puissant comte de Northumbrie, presque un géant par la taille, très fort mentalement et physiquement, envoya son fils conquérir l'Écosse. Quand ils revinrent et rapportèrent à son père qu'il avait été tué au combat, il demanda « A-t-il reçu sa blessure mortelle de face ou dans le dos ?» Le messager répondit « De face ». Alors il dit « Cela me rend très heureux, car je ne considère aucune autre mort digne pour moi ou mon fils. » Alors Siward partit pour l'Écosse et vainquit le roi au combat, détruisit tout le royaume et après l'avoir détruit, le soumit à son autorité. Le motif exact de l'invasion de Siward reste incertain. A-t-il agi en tant que chef de guerre indépendant ou a-t-il agi sur les ordres du roi Édouard le Confesseur? En l'an 1055, Siward tomba malade et sentit sa mort approcher. Selon l'Historia Anglorum, voici ce qui s'est passé. Siward, le vaillant comte, frappé de dysenterie, sentit que la mort approchait et dit « Quelle honte que moi, qui n'ai pas pu mourir dans tant de batailles, j'ai été épargné pour une mort ignoble comme celle d'une vache. Au moins, revêtez-moi de ma cuirasse impénétrable, ceignez-moi de mon épée, placez mon casque sur ma tête, mon bouclier dans ma main gauche, ma hache de guerre dorée dans ma main droite. Que moi, le plus brave des soldats, je puisse mourir comme un soldat. » Il parla ainsi et fut armé comme il l'avait demandé. Il rendit alors son âme avec honneur. La Vita Edwardi Regis rapporte que Siward est mort à York et a été enterré dans le monastère de Saint-Olaf, une affirmation corroborée par la chronique anglo-saxonne. On lui attribue également la fondation de cette église. Plusieurs sources laissent entendre l'existence d'une saga aujourd'hui perdue, ou d'une tradition littéraire consacrée à la vie de Siward, qui aurait pu relater ses nombreux exploits et campagnes. Si une telle œuvre a réellement existé, elle a disparu avec le temps, laissant une grande partie de son histoire et nombre de ses batailles à jamais irrécupérables. L'un des fils de Siward, Waltheof, né de son épouse Efled, lui a survécu. Waltheof s'est imposé comme comte dans les Midlands de l'Est, avant d'hériter finalement du comté de Northumbrie. Sa rébellion ultérieure contre Guillaume le Conquérant a cependant conduit à son exécution, après quoi il fut vénéré comme un saint. Par la fille de Waltheof, qui épousa David Ier, roi des Écossais, Siward entra dans la lignée des rois d'Écosse et, avec le temps, dans celle des monarques ultérieurs de la Grande-Bretagne. Canu le Saint était un roi du Danemark à la fin du XIe siècle. Souverain ambitieux, il chercha à renforcer la monarchie danoise et à restaurer l'empire de la mer du Nord, autrefois forgé par son grand-oncle, Canute le Grand.
Considérant Guillaume le Conquérant comme un usurpateur sans droit légitime au trône d'Angleterre, Canute lança plusieurs raids contre l'Angleterre afin d'affirmer son influence. Dévoué partisan de l'Église catholique romaine, Canute était profondément engagé dans la réforme religieuse. Pourtant, cette même dévotion a finalement contribué à sa chute. Il insistait sur la collecte stricte des dîmes ou des taxes ecclésiastiques, une politique qui s'est révélée profondément impopulaire auprès de ses sujets. En accordant au clergé une autorité élargie pour taxer et infliger des amendes aux paysans sur les terres de l'Église, il a encore davantage aliéné le peuple. Ces griefs croissants ont déclenché un soulèvement paysan au début de l'année 1086. La foule de paysans poursuivit Knut jusque dans une église. Cependant, ils allèrent bientôt l'envahir et le tuèrent, mettant ainsi fin à son règne de manière violente. Knut devint plus tard le premier roi danois à être canonisé. Au début du XIIe siècle, l'Église catholique romaine le déclara saint et le reconnut comme le saint patron du Danemark. Voici son histoire. Canute est né en 1042 comme l'un des nombreux fils de Sven de Estridsen. Sa mère était une maîtresse inconnue. Swen lui-même était le fils d'Ulf Thorgilsson, le jarl danois et régent qui avait gouverné le Danemark au nom de Knut le Grand. La mère de Swen était Estrid Svensdatter, qui était la fille de Sven à la barbe fourchue. Grâce à cette lignée, à la fois Knut le Saint et son père Swen étaient liés à l'ancienne dynastie régnante par la lignée maternelle. Avec la mort de Hardeknut, fils de Knut le Grand, cette lignée royale avait pris fin. Plongeant la Scandinavie, en particulier la Norvège et le Danemark, les vestiges de l'Empire de la mer du Nord, dans des périodes de conflits et de guerre. Rien n'est consigné sur les premières années de Knut le Saint. Il apparaît pour la première fois dans les sources historiques en l'an 1069 en participant au raid de son père Sven sur l'Angleterre. En 1066, Guillaume, le duc de Normandie, écrasa les Anglo-Saxons à la bataille de Hastings, devenant ainsi Guillaume le Conquérant, et mettant fin à la longue lignée des rois anglo-saxons et vikings danois qui avaient autrefois régné sur l'Angleterre. Pourtant, la noblesse anglo-saxonne refusa de se soumettre à l'autorité de Guillaume, se révoltant à plusieurs reprises. Leur résistance a déclenché la conquête normande de l'Angleterre, l'un des épisodes les plus sanglants de l'histoire du pays. Alors que l'Angleterre était en plein chaos, le roi Sven du Danemark saisit l'occasion. En l'an 1069, il lança une flotte d'invasion, dont la force était estimée entre 240 et 300 drakars. La troupe avait été recrutée non seulement au Danemark, mais aussi en Norvège, en Frise et en Saxe, et elle était dirigée non pas par Sven lui-même, mais par ses fils, Harald Hen et Knut le Saint. Les Danois mirent le cap sur le Humber, où ils réussirent leur débarquement et furent rejoints par plusieurs chefs anglais, dont Wolfiof, Gospatrick et Edgar Leteling, un prétendant au trône d'Angleterre. Selon la chronique anglo-saxonne, ces nobles étaient accompagnés de tout le peuple du pays, ce qui suggère un soulèvement généralisé dans le Yorkshire. La force anglo-danoise combinée marcha sur York, avançant à cheval et à pied avec enthousiasme. Ils allaient vaincre la garnison normande lors d'une bataille en rase campagne, puis s'emparer de la ville. Guillaume, qui se trouvait dans la forêt de Dean lorsqu'il reçut la nouvelle de l'invasion, allait immédiatement marcher vers le nord. En apprenant l'approche de Guillaume, les Danois abandonnèrent York, se repliant soit vers leurs navires, soit en établissant une ligne de défense le long du Humber. Guillaume chassa une partie de l'armée danoise du Lindsey et, à Noël, il avait repris York. Après les fêtes, il lança une campagne brutale connue sous le nom de Dévastation du Nord. La Northumbrie, la région la plus au nord de l'Angleterre, fut ravagée. Les champs et les villes furent incendiés. La famine se répandit à tel point que certains furent poussés au cannibalisme et on estime que 100 000 vies furent perdues à cause de la fureur de Guillaume. Les Danois finirent par parvenir à un accord avec Guillaume. En échange d'un important paiement et de la permission de se nourrir en pillant la côte Est, ils se retireraient d'Angleterre au printemps suivant. Cependant, au printemps de l'année 1070, Svein Estridsson lui-même rejoignit la flotte. Le roi Svein débarquerait avec son armée sur l'île d'Ely.
La chronique anglo-saxonne rapporte que des Anglais de toutes les régions marécageuses vinrent à sa rencontre, pensant qu'ils allaient sûrement conquérir tout le pays. Parmi eux se trouvait Erowar, un homme du Lincolnshire qui mena un groupe d'hommes lors du pillage de l'abbaye de Peterborough. Cet été-là, Sweyn et Guillaume conclurent un nouvel accord dont les termes restent inconnus, bien qu'il ait presque certainement impliqué un second paiement, après quoi Sweyn retourna au Danemark. Son fils, le prince Knut, rentra également chez lui. En l'an 1075, plusieurs comtes conspirèrent lors du festin de mariage de Raoul de Gaël pour déclencher une rébellion contre le roi Guillaume. Selon Aldéric Vitalis, leur grief incluait l'habitude de Guillaume d'éliminer toute menace réelle ou supposée à son autorité. Après le mariage, chaque seigneur retourna dans son propre comté et des envoyés furent dépêchés au Danemark pour demander de l'aide. Une flotte danoise de 200 navires commandée par le fils de Sweyn, Knut le Saint, mit le cap sur le Norfolk. Cependant, à leur arrivée, ils découvrirent qu'ils arrivaient trop tard. La rébellion s'était déjà effondrée. Les Danois se tournèrent donc vers le nord, ravageant la côte du Lincolnshire et mettant York à sac avant de repartir vers le sud et de se diriger vers la Flandre. Leurs chefs reconnurent manifestement que sans le soutien des Anglais, leur force était bien trop faible pour accomplir quoi que ce soit de plus. Le roi Sven du Danemark mourut en l'an 1076. Il était connu comme le père des rois, car 5 de ses 15 fils allaient régner sur le Danemark. Après la mort de Sven, son fils Haraldén fut élu roi. Harald prêta le serment qui fut ensuite connu sous le nom des lois de Harald, s'engageant à maintenir l'ordre juridique établi. Son règne, cependant, fut marqué par l'opposition de plusieurs de ses frères, probablement y compris Knut, qui chercha le soutien du roi Olaf III de Norvège. Le pape Grégoire VII intervint, conseillant à Olaf de rester neutre et exhortant Harald à partager le pouvoir avec ses frères et sœurs. Malgré ce conseil, Knut partit en exil en Suède et il se peut qu'il ait participé à une résistance active contre son frère Harald. Cependant, le 17 avril de l'année 1080, Harald mourut et Knut lui succéda en tant que roi du Danemark. À son avènement, Knut épousa Adèle, la fille du comte Robert Ier de Flandre. Le couple eut un fils, Charles, né en l'an 1084. Knut s'est rapidement révélé être un roi à la fois très ambitieux et profondément pieux. Il a renforcé l'autorité de l'Église au Danemark et a accordé de généreux dons aux institutions ecclésiastiques, renforçant ainsi sa réputation de défenseur de la foi. Sa détermination à renforcer la collecte de la dîme reflétait encore davantage son engagement à rehausser le statut de l'Église, une institution qui, en retour, devint un allié puissant pour renforcer sa propre autorité. En mai de l'année 1085, Knut a émis une lettre de donation à la cathédrale de Lund, encore inachevée, lui accordant de vastes terres. Au même moment, il a fondé l'école cathédrale de Lund. Une grande partie des terres qu'il a données était entrée en sa possession en paiement de la grâce accordée à des hors-la-loi. Le clergé de Lund s'est vu accorder des droits élargis sur ces domaines, y compris l'autorité de taxer et d'infliger des amendes à la paysannerie locale. Pourtant, Knut conserva ses prérogatives royales, le pouvoir de gracier les hors-la-loi, d'infliger des amendes à ceux qui ne répondaient pas à son appel à la guerre, et d'exiger des moyens de transport pour sa suite. Son règne fut marqué par des efforts vigoureux pour consolider le pouvoir royal au Danemark, en restreignant la noblesse et en les obligeant à respecter la loi. Il publia des décrets revendiquant la propriété des terres communes, des biens de naufrage et des domaines d'étrangers ou sans héritier. Il a également instauré des protections pour les esclaves affranchis, les clercs étrangers et les marchands de passage. Cependant, ces mesures ont suscité du ressentiment parmi ses sujets, qui n'étaient pas habitués à ce qu'un roi s'arroge des pouvoirs aussi étendus ou intervienne aussi directement dans leurs affaires quotidiennes. Cependant, les ambitions de Knut n'étaient pas purement domestiques. En tant que petit-neveu de Knut le Grand, qui avait régné sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège jusqu'en 1035, Knut le Saint considérait que la couronne d'Angleterre lui revenait de droit et voyait Guillaume le Conquérant comme un usurpateur. En l'an 1085, soutenu par son beau-père,
le comte Robert de Flandre, et par le roi Olaf III de Norvège, Knut se prépara à envahir l'Angleterre. Guillaume, cependant, était un roi et un guerrier chevronné. Les rumeurs de l'invasion prévue lui parvinrent rapidement et il se prépara à défendre son royaume. La chronique anglo-saxonne rapporte, cette année on disait, et on affirmait avec certitude, que Knut, le roi du Danemark, fils du roi Sweyn, allait venir ici, et qu'il avait l'intention de conquérir cette terre avec l'aide de Robert, le comte de Flandre, dont il avait épousé la fille. Lorsque le roi Guillaume, qui se trouvait alors en Normandie, apprit cela, il se hâta de venir en Angleterre avec une grande armée, une armée comme on n'en avait jamais vu auparavant dans ce pays. Les gens se demandaient comment le pays pourrait tous les nourrir, mais le roi confia ses soldats à ses sujets à travers toute la nation, et ils pourvurent à leurs besoins, chacun selon la terre qu'il possédait. Et le peuple souffrit énormément cette année-là, car le roi ordonna que la campagne près de la mer soit dévastée, afin que si ses ennemis débarquaient, ils ne trouvent rien à piller. Avec Guillaume entièrement préparé pour l'invasion annoncée, et les régions côtières de l'Angleterre dépouillées de tout ce qui valait la peine d'être pillé, Knut rencontrerait d'immenses difficultés à faire débarquer ses troupes. Guillaume commandait une armée immense, que la chronique anglo-saxonne décrit comme la plus grande que l'Angleterre ait jamais rassemblée. Cependant, l'armée danoise était composée en grande partie de paysans qui devaient rentrer chez eux pour la moisson. Se lassant de ce long délai, ils choisirent le frère de Knut, Olaf, pour présenter leurs doléances. Cela éveilla la suspicion de Knut et il fit arrêter son frère Olaf, qui fut envoyé en Flandre. Au même moment, Knut était préoccupé par la menace grandissante que représentait Henri IV, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, avec qui le Danemark et la Flandre entretenaient des relations tendues. Craignant une attaque de la part d'Henri, Knut hésita et reporta la campagne anglaise. Au fil des semaines, les guerriers rentrèrent chez eux pour s'occuper de leurs champs et la flotte autrefois redoutable ne prit jamais la mer. Avant que la flotte ne puisse être rassemblée de nouveau, une révolte paysanne éclata au début de l'an 1086 dans la région où Knut résidait. Beaucoup de paysans étaient devenus rancuniers à cause des lourds impôts qu'il imposait, et beaucoup d'autres étaient furieux des amendes infligées à ceux qui avaient abandonné son armée pour sauver leur récolte. À leurs yeux, ils n'avaient que deux choix: le châtiment du roi ou la famine pour leur famille. Contraint de fuir, Knut s'est replié à Odense, la plus grande ville de l'île de Fioni. Lui et ses fidèles se sont réfugiés dans l'église en bois du prieuré Saint-Alban, mais les rebelles ont rapidement pris d'assaut le sanctuaire et de violents combats ont éclaté. Selon la légende, Knut a reçu les sacrements de la réconciliation et de la Sainte Communion et a pardonné à ses ennemis avant qu'ils ne forcent l'entrée. Les assaillants ont d'abord essayé de brûler l'église et d'enfoncer ses portes, mais comme ces tentatives ont échoué, ils sont passés par les fenêtres pour atteindre ceux qui étaient à l'intérieur. À genoux devant l'autel, avec seulement 17 hommes encore à ses côtés, Knut accepta son destin. Il fut défendu jusqu'au bout par ses hommes et par son frère Benoît. Le roi fut frappé par une lance qui lui transperça le flanc ou l'abdomen, mettant ainsi fin à son règne. Chaque membre de l'entourage du roi fut tué et il fut ensuite remplacé par son frère Olaf. À la suite de sa mort, le martyre de Knut et son soutien indéfectible à l'Église l'élevèrent rapidement au rang de figure sacrée. Sous le règne d'Olaf, le Danemark subit une dévastatrice mauvaise récolte, largement considérée comme une punition divine pour le meurtre sacrilège du roi. Des rapports de miracles survenus sur la tombe de Knut suivirent rapidement, et les efforts pour obtenir sa canonisation commencèrent même avant la fin du règne d'Olaf. Le 19 avril de l'année 1100, un Knut le Saint fut canonisé, devenant ainsi le premier Danois à être élevé au rang de saint. Au fil des siècles, le règne de Knut a été interprété de différentes manières. Pour certains, il était un souverain dur et violent qui opprimait son peuple. Pour d'autres, il était un roi strict mais juste, farouchement dévoué à l'Église catholique romaine et inébranlable dans sa quête de droiture, même au prix de sa propre vie. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres.
Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous en suis immensément reconnaissant. Un merci tout particulier à John Seitz. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profiles.